Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? C'est J-1. J-1 parce que la maîtresse revient demain. Donc, on va, pour la dernière fois de cette période, jusqu'à la prochaine fois, on va les donner à manger à Cannelle. Et on va donc parler bien fort pour que celle-ci se manifeste. Comme à son habitude, quand elle entend ma voix, oh, elle dit, ça c'est la voix de François, c'est qu'elle l'a pâté. On va voir si elle vient. Elle est dans cette grange. Elle vient toujours de cette grange quand la maîtresse n'est pas là. Voilà, elle arrive. Ah bah oui, elle est à l'abri. Allez, un petit peu de compagnie, tu vois, on pense à toi quand même. Hein, t'es toute seule, mais on pense à toi. Hein? Allez. Eh oui. Hein? Dis bonjour. Bon, c'est bon. T'as le droit à tapoter pour la peine. Hein? Oui. Allez, hop. Oui. On va voir s'il l'aime, c'est un autre pâté là. Je sais pas s'il aime celui-là. Ah puis, elle est affamée. Voilà. Bon, elle a l'air d'apprécier ou pas? Oui, c'est bon. Ah, voilà. Hein? Puis nous, on va continuer à marcher, histoire de s'aérer un peu l'esprit. Hein? Avec toutes ces informations qui se mangent les unes après les autres. On n'en finit pas. Bon, bah, tout de suite. Voilà. La caméra est en place. Ah, bah, il faut s'aérer. Hein. Il faut marcher parce que il faut marcher parce que avec tout ce qui nous vient comme information, tous les bombardements d'informations que nous avons, la dernière c'était pas mal quand même, ça a été relevé, c'est marrant, tout le monde s'est réveillé d'un seul coup en se disant ah bah tiens, on va perdre notre souveraineté nucléaire. Ça nous fait tout bizarre, surtout là qu'on parle de souveraineté à propos de notre souveraineté alimentaire. D'un seul coup on perd celle du nucléaire, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Alors je vais intituler la capsule, je vais l'intituler Le dessous des cartes, d'ailleurs c'est une émission. Pourquoi le dessous des cartes? Parce que il y a beaucoup de choses qui nous troublent et ces choses qui nous troublent, on ne leur trouve pas forcément d'explication. Il y a des enjeux géopolitiques, planétaires, il y a des enjeux de défense nationale, il y a des courants, des réseaux, des gens qui décident dans l'ombre, qui manipulent, qui dirigent, qui sont peut-être aux manettes. Et dans tout cela, on peut s'y perdre. Soit on adopte une interprétation simpliste à vue d'homme, à notre vue à nous, et ça peut être que des interprétations très aléatoires, puisque à partir du moment où on ne fait pas partie des réseaux, à partir du moment où on n'est pas dans le secret des dieux, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Certains touchent pile parfois, intuitivement, puis d'autres se trompent d'interprétation, fantasmes. Et quels sont les agents dans tout cela qui sont tous ceux qui sont censés représenter l'opposition et qui n'arrivent pas à s'allier? Qui sont-ils vraiment? Et sont-ils des agents doubles? Appartiennent-ils à l'opposition contrôlée? Comment voulez-vous qu'on sache?
Ouais, j'ai rencontré un tel, je l'ai senti sincère. Ouais, mais je l'ai senti sincère. Vous savez, tous sont. Vous pouvez pas savoir en approchant une personne ce qu'elle est, ce qu'elle est vraiment. C'est des. Vous savez, les agents doubles, ils sont intelligents, ils falsifient facilement, et ils vont pas vous laisser apparaître quelques indices que ce soit. Les indices, ils sont beaucoup plus subtils. Il faut attendre, faut voir sur le temps. Et ce qui est trouble, c'est qu'il n'y a pas de... C'est qu'il n'y a pas, entre tous ces éléments qui composent l'opposition, il n'y a pas de convergence en vue, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de... Ils n'arrivent pas à faire un front commun de l'opposition. Et cette division me semble de plus en plus suspecte. Parce que je me dis, mais ça c'est... Quand on les entend, ils disent tous quasiment la même chose, à des nuances près, mais ils sont d'accord sur l'essentiel, à savoir la sortie de l'Europe, ou une sortie douce de l'Europe, ou tout au moins régler les problématiques avec l'Europe pour avoir plus d'autonomie pour la France, de souveraineté. Et ils sont nombreux à s'associer autour de cette idée de reprendre notre liberté et de rendre la France plus souveraine. Mais ils sont incapables de s'entendre, ils sont incapables d'organiser une grande messe, je dirais, commune avec leurs militants. Ils sont incapables, parce qu'ils ont des militants qui passent ils ont des militants et des gens qui les suivent qui passent d'un groupe à l'autre. Alors, c'est qu'en fait, il n'y a pas autant de différence que ça. Alors, l'explication, c'est l'ego. On dit toujours, ouais, il y a l'ego, c'est leur ego qui les rend comme ça. De toute façon, que ce soit Asselineau, Philippot, Zemmour, Le Pen, De Villiers, et j'en oublie peut-être, Poisson, il y en a d'autres, peut-être que j'oublie là à l'instant, Dupont-Aignan, tous ces gens qui sont censés représenter l'opposition du pouvoir actuel, ils sont à un niveau où ils ont des informations que nous n'avons pas, nous, le commun des mortels. C'est évident. Ils ont des informations, ils ont leur réseau, ils ont des gens infiltrés dans l'armée, dans les services secrets, etc., dans la direction des renseignements. Ils ont fatalement des informateurs qui les renseignent sur la situation. Bon. En fonction de la gravité de la situation, ils ont enfin, moi j'imagine, maintenant je me trompe peut-être, mais j'imagine qu'ils ont accès à des informations auxquelles nous n'avons pas accès. Ces informations, ils ne vont pas les divulguer. Ce qu'ils divulguent, c'est pour la masse. Quand vous voyez, que ce soit Asselineau, Zemmour, Philippot, même Le Pen, tout ce que vous voulez, Bardella, tous ces gens-là, ne communiquent que sur des informations non compromettantes. En tous les cas, qu'ils ne compromettent pas les secrets d'État ou les secrets dont ils sont au courant. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où une information est diffusée à tout le monde, c'est que cette information-là, elle est déjà en partie tronquée, manipulée. Voilà. Parce que le dessous des cartes, c'est le dessous des cartes de tout cela, ce sont des informations secrètes qui justement sont très compromettantes ou tout au moins très, très brûlantes pour la véritable situation. Dans quelle situation nous sommes réellement, nous la France? Est-ce que Macron joue avec tout ça en connaissance de cause? Est-ce que dans un cabinet secret, on pourrait imaginer tous ces gens-là dans la même salle en disant, bon, bah toi, on se répartit les rôles. Moi, Macron, président de la République, je joue tel rôle. Toi, tu fais telle chose.
toi Mélenchon tu t'occupes des émigrés. Ils se répartissent tous des rôles dont nous serions nous tous des espèces de sujets manipulés et finalement nous serions les cocus de l'affaire puisqu'on nous tromperait en réalité sur tout. Pourquoi ne pas imaginer un tel scénario? Vous savez, notre liberté, notre si peu d'intelligence que l'on a, de discernement et d'appréhension du réel et du faux réel, parce qu'on sait très bien que déjà sur la réalité, la perception de la réalité, elle est différente chez chaque humain. On n'a pas d'objectivité entre nous, on n'a pas de réelle objectivité. Le verre que je vois, c'est pas évident que ce soit le verre que tu vois toi. Donc on n'a aucune preuve que ce que tu vois comme couleur soit les mêmes. Et donc tout est un peu comme ça. Ce qui veut dire que approcher la vérité de ces questions nécessite beaucoup d'humilité et nécessite une grande remise en cause. Certes, on s'exprime, certes, on réagit par rapport à un élément ou à un événement, mais peut-être qu'on réagit mal, peut-être qu'on ne réagit pas intelligemment, peut-être qu'on réagit d'une manière grégaire, on s'emporte, et ça fait partie du jeu de nous manipuler ainsi. Alors le scénario, c'est lequel qui nous attend? Qu'est-ce qu'on nous prépare? Qu'est-ce qu'on concocte pour nous? Qu'est-ce qu'on envisage pour, je dirais, la masse que nous sommes? On voit bien qu'il y a des choses qui sont mises en place. On voit bien qu'on nous mène par le bout du nez. Et donc, j'attends que le monsieur y passe. Et on continue notre démonstration. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir. Allez devant. Voilà, c'est fait. Alors, on reprend notre histoire. On voit bien que les paysans, ils en ont fait qu'une bouchée de pain. Ils ont toutes les manettes et tous les boutons sur lesquels il faut appuyer pour bien maîtriser les jacqueries, les rébellions. C'est fait, c'est plié. On n'en parle plus, ils vont continuer à se suicider avec leurs 300 € par mois. Et c'est foutu. Bon, bah, ça c'est entendu. Ils ont résolu le problème. Ils ont balancé quelques millions, histoire de calmer le jeu, et puis c'est tout. Ensuite, la configuration du conflit militaire qui nous attend, elle est associée à des groupes d'influence qui sont transatlantiques. Il y a les États-Unis, des mouvements, il y a des réseaux aux États-Unis qui sont impliqués avec les conflits russo-ukrainiens, et les États-Unis, via l'OTAN, ont des agents en France qui influencent, ou tout au moins qui peut-être dirigent même nos représentants et nos élus. Parce que ça correspond à un plan mondial, et que peut-être que pour que le plan se réalise, il y a une opération globale qui est entreprise justement de manipulation. Ils savent qu'il y aura des oppositions, donc peut-être que les oppositions sont, comme on dit, contrôlées, dispersées volontairement, afin que justement le leader les leaders, je dirais, des pays européens se rejoignent sur un projet commun de guerre contre la Russie, pourquoi pas, de conflit direct avec la Russie, parce que Poutine appartient à un autre réseau qui lui-même est
est en guerre avec ceux dont on parle, et que c'est une guerre de réseau, de mafia presque, on pourrait dire. Ce sont des guerres entre mafiosi dont nous ne sommes que des éléments, je dirais, qui constituent les pertes et profits de ce qui... des pions, quoi, des éléments négligeables, quoi. Et ils nous voient nous agiter dans un bocal, nous observent nous agiter dans un bocal, et ils s'amusent, je dirais. Ils se disent, bon, bah voilà. Ou tout au moins, ils savent que tout cela est vain, tout ce que nous pourrions nous tenter, espérer, est absolument vain, parce que nous sommes déjà impuissants, nous ne sommes que des opinions qui s'expriment à travers des petites chaînes, des réseaux. Bon, au-delà, vous avez les politiciens qui jouent au niveau du Parlement, des parlements, ils jouent comme force d'opposition, mais on voit bien que cette opposition est flemmarde ou flébarde, faible, et donc ça représente pas un risque. Quand on parle de haute trahison, bon bah soit toute l'opposition s'organise pour justement dénoncer la trahison de Macron, et ils agissent réellement pour une destitution tout au moins, mais ils entament une procédure sérieuse et tout, mais on voit bien que ce sont des slogans, mais que ça n'agit pas, que ça ne va pas jusqu'au bout. Parce qu'ils sont eux-mêmes peut-être victimes, ou tout au moins sujets à eux-mêmes à peut-être des menaces, on ne sait pas non plus. Peut-être qu'ils n'agissent pas parce qu'ils ont des contraintes, des menaces, peut-être que quand vous êtes député, on vous laisse un peu de liberté, mais pas trop, parce que à partir d'un moment, bah, vous êtes menacé. On menace votre famille, on menace vos amis, on menace des gens de votre entourage qui vous sont proches, et ça suffit comme levier pour faire en sorte que vous vous calmiez et que vous restiez dans le jeu. Peut-être que pour certains influenceurs, c'est la même chose. Peut-être que vous avez des influenceurs qui, ayant énormément d'abonnés, à partir de moment où vous êtes un gros influenceur, c'est-à-dire que vous avez un impact sur la population importante, eh bien que vous faites l'objet d'un contact, et que les services secrets vous contactent et qui vous disent, bon bah, tu continues à être dans l'opposition, tu continues à faire ce que tu dois faire, mais on va t'indiquer les limites à ne pas dépasser, les mots à ne pas utiliser. On va t'indiquer en tous les cas ce qu'il ne faut pas, ce que tu peux dire ou ne pas dire. On pourrait imaginer ça tellement. Pourquoi on ne l'imaginerait pas? J'avais un ami africain aux USA chez lequel j'allais fréquemment, qui était donc africain, mais qui avait écrit des bouquins aux États-Unis et qui donnait des conférences et qui était branché chamanisme et tout ça, divination. Bon, il m'avait dit qu'il avait eu la visite d'agents secrets, c'était certainement des mecs, je ne sais pas si c'était la CIA, mais en tous les cas des agents secrets qui étaient venus le voir parce qu'il avait déjà une forte notoriété, une forte influence à travers il avait pas mal de groupes aux États-Unis qui le suivaient et tout. Et puis il m'a dit, ils étaient venus, tout ça, il m'avait interrogé, et puis il lui avait fait sentir simplement qu'il était observé, c'est tout. Mais il n'y avait pas eu de menace, rien, simplement il lui avait fait comprendre qu'il était sous surveillance et qu'il avait peut-être pas, il avait des choses à dire ou à ne pas dire. En tous les cas, on lui avait fait sentir que voilà, il fallait pas qu'il déconne. Bon. Est-ce qu'il a déconné? Est-ce qu'il a... Bon, je sais qu'il est mort d'un cancer. Est-ce qu'il a dit des choses qu'il fallait pas? J'en sais rien, mais je suis pas trop au courant. Mais en tous les cas, sa femme est morte et lui est mort. Voilà. À partir du moment où vous avez une notoriété et que vous êtes influent, c'est clair que on ne vous laisse pas parler comme vous voulez. Il y a fatalement un contrôle de l'État et ça se comprend. Le système, le pouvoir, quand il note qu'un individu commence à avoir une notoriété et un pouvoir, comme Philippot d'ailleurs, hein,
Mais Asselineau, à mon avis, je ne sais pas, il est peut-être pas si dangereux que ça, parce qu'il a peut-être quelques casseroles au cul aussi, donc il peut peut-être pas tout dire non plus. Tout le monde a des casseroles au cul. Et à partir du moment où ils ont des informations sur votre vie intime, peut-être sur vos mœurs, et Dieu sait si les gens ont des mœurs parfois transgressives dans le privé, bah ils vous tiennent, ils vous tiennent. Et il n'y a pas besoin de menaces explicites. Ils peuvent très simplement dire, bah oui, on sait telle chose. C'est telle chose sur vous. Maintenant, on vous laisse. Il ne s'agit pas il s'agit pas non plus de censurer ou d'être trop ferme par rapport à une opposition c'est l'opposition contrôlée. C'est ça l'opposition contrôlée. C'est-à-dire on vous laisse une part de liberté, mais il ne faut pas aller trop loin. Un petit peu comme ils ont fait avec les paysans. Vous avez le droit de venir avec vos camions, même la police vous accompagne, même vous aide à faire vos barrages, tout ça. On accepte. Par contre, il y a une ligne rouge. La ligne rouge, c'est peut-être pas aller à Rungis. Bon, bah là, 90 personnes en garde à vue. Avec toute une nuit, des gars qui n'ont jamais mis les pieds dans un commissariat, toute une nuit avec des crados qui chient et qui pissent et tout ça. Bon, bah, les 90, vous avez vu, ils sont repartis direct chez eux, ils ont compris le message. Bon. Tous les agriculteurs ont compris le message, ils sont rentrés tous chez eux. Vous voyez, c'est un peu ça. Bah, je pense que pour les influenceurs, les hommes politiques, les gens qui ont une notoriété, c'est un peu la même chose. Ils ne peuvent pas tout dire, ils ne peuvent pas tout révéler, parce qu'ensuite, ça a des conséquences sur leur vie privée. Et ceux qui vont trop loin, ceux qui franchissent le Rubicon, bah, ils le payent de leur vie. C'est-à-dire que c'est très facile d'injecter un cancer à quelqu'un. Y a plein d'aujourd'hui de techniques pour que quelqu'un ait une crise cardiaque, un AVC, un cancer et un empoisonnement, quoi. C'est très facile, et puis voilà, il disparaît de la planète, on n'en parle plus, et il est éliminé. On l'a fait pour certaines personnes qui allaient justement trop loin. Alors ceux qui sont en vie et qui ont une notoriété, qui sont vraiment des gens influenceurs qui passent à la télé, tout ça, à partir du moment où vous passez à la télévision, déjà que vous allez sur une télé nationale, vous êtes déjà en quelque sorte plus ou moins contrôlé, et tout au moins calibré, et vous ne pouvez plus dire ce que vous voulez. C'est obligatoire. Sinon, vous disparaissez. Ou sinon, on vous trouve des tas de... On va chercher chez vous dans votre histoire, on va aller chercher un truc compromettant, et beaucoup de gens en ont, pour vous tenir par la gorge. Voilà un peu comment je vois les choses. Et je pense il faut vous dire tout ça. Il faut l'avoir tout au moins présent à l'esprit pour pas nous-mêmes qu'on se fasse trop manipuler, qu'on ait toujours cette distance par rapport à l'information qui nous est donnée, par rapport à toutes les informations auxquelles nous avons accès. Tant que nous avons accès à des informations qui circulent sur le net et qui sont, je dirais, d'une manière divulguée comme ça, c'est que on nous autorise il n'y a pas de secret. Alors, ça veut dire qu'on nous autorise à y avoir accès et que c'est pas si dangereux que ça, que c'est pas des informations qui sont dangereuses pour le pouvoir. À partir du moment où une information est dangereuse, vous disparaissez de la Terre. C'est-à-dire qu'on vous élimine. Si vous êtes détenteur d'une information par hasard, parce que dans une soirée ou au cours d'une réunion, vous êtes au courant d'un truc hyper compromettant, bah, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est à vous taire. Vous ne pouvez pas la divulguer, vous ne pouvez pas la transmettre. Et à partir de ce moment-là, vous êtes tenu de vous censurer vous-même par rapport à certaines choses dont vous avez la connaissance, mais que vous ne pouvez pas justement révéler au commun des mortels. Moi, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Alors, c'est là où on bascule dans un autre registre, c'est-à-dire le registre de la foi, le registre de la croyance, de la foi en une forme de divinité
une entité, une divinité qui nous assisterait justement dans ce combat, si c'est un combat, pour la vérité, et pour donc la lumière, je dirais, et non pas la fausse lumière. Et donc nous ne serions que là pour être à son service éventuellement, mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire servir la vérité, servir la lumière, autant que soit se peut, et puis être dévoué, je dirais, à ce Dieu qui, lui, est seul capable et a seul les clés de nous sortir d'un enjeu qui nous dépasse parce que c'est un enjeu spirituel sur lequel on met le mot spirituel, mais c'est un enjeu peut-être universel, c'est peut-être un enjeu planétaire qui concerne notre planète, c'est un enjeu qui nous dépasse et dont nous ne sommes que des exécutants pour remplir un rôle, je dirais, éphémère et humble, dans un contexte où il ne faut pas avoir la grosse tête, où il faut rester très, très conscient de notre petite thèse, du côté très, très minuscule de ce que nous faisons, mais qui a malgré tout peut-être aussi son importance, aussi minuscule que ça soit. Le détail a peut-être aussi son importance, la chose infiniment petite a peut-être aussi une importance, on n'en sait rien. Et on n'est pas capable, on n'a pas d'échelle pour mesurer quelle est l'importance de ce que l'on fait ou pas. Peut-être qu'un geste tout simple qu'on va faire a une répercussion qu'on n'imagine pas, et peut-être qu'un gros truc que l'on fait aura aucune répercussion. On n'a pas d'unité de mesure, pour connaître les implications que l'on fait ou que l'on ne fait pas sur le monde invisible également. Parce que ce qu'on appelle le monde invisible, c'est le monde justement secret, le monde paranormal, qu'on appelle paranormal, mais c'est ce monde qui est au-delà de la réalité, de ce que notre réalité visible, notre dimension, je dirais, qui existe aussi, on le sait, et où se jouent peut-être des choses aussi dont on n'a pas idée, et il y a peut-être des interactions entre notre dimension et le monde invisible, et peut-être que des choses que l'on fait ici dans ce monde et dans ces dimensions ont des répercussions sur d'autres dimensions. On n'en sait rien, on ne sait pas. Vous avez des physiciens qui sont sur ce sujet-là, qui réfléchissent, qui élaborent des théories, et ils ont raison, parce que la science peut nous aider d'une certaine manière à dévoiler certaines questions qui nous semblent actuellement très, très, très obscures. Mais tout est possible, vous savez, tout est absolument possible, et c'est pour ça que dans les films de science-fiction, parfois, on a des clés, parce que des artistes éclairés nous font passer peut-être des messages à travers des parodies, à travers des histoires, quoi, qui sont des espèces ce sont des métaphores de quelque chose qui parfois nous sont réels, quoi. Donc c'est intéressant de regarder tous ces films fantastiques de science-fiction, tout ça. On peut y voir beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont très doués pour ça, pour décoder. C'est pas mon cas, mais il y en a qui sont très doués. Et les artistes sont généralement les gens qui sont aussi eux-mêmes tellement sensibles, qui décodent des choses intuitivement, inconsciemment, et en fait dans leur création, sans qu'ils en aient vraiment conscience, parfois ils dévoilent des secrets. C'est donc au détour d'une création, au détour de quelque chose, qu'on peut parfois avoir une idée de ce que peut être la réalité de tout ça. Quand je dis la réalité, c'est la vraie réalité, au-delà de notre dimension, je dirais. Et là, je vous entraîne très loin. Mais il faut parfois qu'on s'élève du fait divers, de l'information qui nous bouscule pour embrasser, je dirais, pour embrasser les choses d'une manière plus large, plus totale, et pas rester que
fixé sur un truc sur lequel on a le focus. Parce qu'on voit bien que dans ce que l'on vit, il y a quelque chose qui s'accélère. On n'est plus, si vous voulez, dans une société ou dans une civilisation, je regarde toujours s'il y a du monde, on n'est plus dans... Il y a une ambiance particulière d'ailleurs ce soir. C'est incroyable sur ce chemin à quel point il y a une variation de la vibration et de l'énergie. C'est incroyable. Il y a quelque chose ici qui nous porte. Je suis incapable de vous dire quoi. Mais il y a une ambiance différente à chaque fois que je viens sur ce chemin. Et c'est chaque jour différent. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous filme ce paysage et vous verrez que si vous avez de la sensibilité, vous verrez que à chaque fois, le temps est différent, la température et puis le climat et aussi l'énergie, la vibration est différente à chaque fois. Il y a comme une qualité différente que je ne peux pas vous décrire ni vous expliquer parce que c'est au-delà des mots. Et ce soir, je sens qu'il y a quelque chose de différent. Et par rapport à mon propos, je pense que nous ne sommes plus, si vous voulez, nous humains, la technologie est là. Nos vies sont constituées telles qu'elles sont. C'est-à-dire, on voit bien que le monde traditionnel dans lequel était l'homme autrefois a disparu. Autrefois, les hommes étaient tous des paysans, des sédentaires. Vous aviez des nomades et des sédentaires. Mais en gros, quel que soit le mode de vie des humains primitifs, ils s'accordaient autour d'une religion, d'un principe, je dirais, avec des symboles, et autour de certains cycles, le cycle de la nature, ils célébraient, ils faisaient des célébrations, ils jouaient dans des rituels, et leur vie tournait autour de cette symbolique, et le cycle se répétait de la naissance à la mort, et les gens vivaient comme ça, comme dans un cercle répétitif. On est sorti de ça, on est sorti de la nature qui nous impliquait dans ce cycle-là, avec la technologie, avec l'évolution des mœurs, pas que les mœurs, mais les mœurs aussi, et avec on s'est écarté des rites, on s'est écarté des symboles et on s'est écarté des cycles naturels pour vivre dans une forme presque de monde virtuel, de monde en tous les cas artificiel, et ça a créé un autre homme. On n'est plus les mêmes qu'autrefois. On le voit d'ailleurs que cette transition, quand on a vu les paysans, on note en nous la transition qui est faite par rapport à ces gens qu'on a l'impression de sortir d'une autre époque, de sortir de je ne sais où. Comme s'il y avait des elfes là que je voyais. Mais j'ai l'impression que ces paysans, leur visage, leur manière d'être, ils nous touchent, mais en même temps, on ne peut plus s'identifier à eux. On voit qu'ils viennent d'un autre monde. Et on sent qu'ils vont qu'ils vont passer à la casserole, on le sent. On sent que ce monde-là est fini. Quand on les voit, tout ça, on dit, oui, c'était beau, c'était des gens, ils ont de belles expressions, ils ont de beaux visages, ils ont quelque chose qui appartient à un autre monde. Mais on sait que ce monde-là est en train de mourir, et c'est comme ça. Donc, quelque chose a été enfanté qui nous semble aujourd'hui un peu monstrueux. Mais on est dans le monstre là, on y est dedans. C'est foutu le reste. On le voit bien, on ne peut plus restituer, recomposer ce que était le monde d'autrefois, le monde primitif. Ça appartient à un mystère tout cela. Pourquoi cette transition s'opère et pourquoi on doit faire le deuil de tout ça? C'est très douloureux. Vous avez des gens, ils ont envie de mourir. Des fois, moi-même, je me dis, bon, j'ai plus envie. Ce monde est dur, très dur. J'aurais voulu rester dans ce monde primitif où il y avait ces cycles qui se suivaient comme ça, où il n'y avait pas tous ces bouleversements, toutes ces remises en cause, toutes ces questions qu'on se pose, qui nous échappent, et cette quête d'une forme de connaissance qui est rude en fait, parce qu'on s'aperçoit qu'on est baigné, on est trompé, on est baigné d'illusions, tout ça, et c'est extrêmement pénible de ne pas
accéder à ce qu'on appelle la vérité. Alors qu'autrefois, la vérité nous était révélée, on allait à la messe, on faisait notre catéchisme, on suivait nos sacrements, on avait nos sacrements qui nous suivaient toute notre vie, et on allait à la messe tous les dimanches, on confessait nos péchés, et puis la vie se déroulait tout simplement comme ça. Puis on avait le médecin qui venait nous soigner quand on était malade, ou le rebouteux. Et la vie était simple. Puis on attendait, on commentait la météo beaucoup. C'était le temps qui guidait notre vie. Ah tiens, on va voir en fonction du temps si on sème ou pas, comment on va récolter, quelles sont les récoltes. On vivait avec l'élevage, avec tout ça. On mangeait simplement, on ripaillait, on rigolait, on faisait des fêtes, etc. Tout ce monde-là est mort, archi mort, et ne reviendra plus. Et c'est là l'épreuve, c'est qu'on sait que c'est mort, et on sait que ce monde-là est infiniment dur. Le type, il a son week-end, mais dimanche, il commence à angoisser parce qu'il sait que le lundi matin, c'est repartir, retrouve son chef, ses collègues, les objectifs pour le commercial, les bouchons pour le mec qui bosse à 100 km de Paris et qui doit prendre la 4, mais qui va être bouché, donc il doit partir à 5 heures du matin pour être à 8 heures à son bureau, etc., etc., etc. Et ça, c'est monstrueux. Il revient le vendredi soir dans son petit pavillon qu'il a laborieusement acheté. Il a payé ça 200 000, 300 000 euros. Son pavillon, il va mettre 30 ans pour le rembourser. Et ça, toute sa vie, et à 50 ans, il va divorcer. Ils vont revendre le pavillon dans de mauvaises conditions. Et le mec, il va finir seul à 60 balais sans pouvoir se recaser, avec des gamins qui lui en veulent parce qu'il a divorcé. Et puis il a perdu le contact avec ses enfants. Les enfants sont à l'ouest complètement aussi. Enfin, c'est un éclatement de la famille et tout ça. C'est la vie. Ce que je vous dis là, c'est la vie normale des gens. Cette vie d'autrefois n'existe plus. Pour ça que les gens avaient de la sympathie pour les paysans, parce que les paysans leur rappellent la vie d'autrefois, à tel point qu'ils fantasment même, parce que la vie chez les paysans, vous voyez, je suis dans la campagne, il n'y a pas ça. Mais les gens de la ville, les gens des banlieues, ils fantasment encore sur cette paysannerie qui était l'âme de la France et qui malheureusement ne correspond plus à ce schéma-là traditionnel. Et toute cette monde, c'est pour ça que les gens sont malheureux de voir ces paysans traités comme ils ont été traités et tous les voir repartir comme ça, la queue entre les jambes. C'est une humiliation de l'ancien monde, c'est la mort de l'ancien monde. Et symboliquement, c'est une catastrophe au niveau moral pour les gens qui auraient espéré quelque chose là d'un seul coup. Oh, si l'ancien monde pouvait revenir, si ces gens-là si on pouvait retourner dans les campagnes et vivre comme autrefois, etc. Tout le monde aspire à ça. C'est pour ça que les magasins de décoration jouent sur cette nostalgie, même les produits, parce que la nostalgie fait vendre. Ils le savent, le monde, le système le sait. On vous vend du néo campagne chic, on vous vend que des trucs comme ça qui font penser à l'ancien monde, mais c'est que du carton-pâte. Voilà, donc j'en ai des choses à vous dire aujourd'hui. Toujours, j'ai toujours de choses à dire. Et on va continuer à marcher si vous voulez bien. Et c'est pour ça que le mystère est entier. Alors, il y a une personne que j'écoute et que j'ai écouté ce matin sur Europe 1, c'est Philippe de Villiers. Vous savez que il y en a un qui m'a dit dans ses commentaires, c'est un fan d'Asselineau. Il s'appelle Patrice, mais non, Patrice, je ne suis pas un fan d'Asselineau. Asselineau parlait, je suis loin d'être un fan d'Asselineau. Ce qu'il dit semble construit, sourcé, et je me dis, le gars, il a des informations, et il nous lâche des trucs qui sont certainement véridiques. Mais il est d'accord avec tous les autres, sauf qu'ils ne s'entendent pas sur le plan humain. Je ne sais pas ce qu'ils font, pourquoi, mais je vous l'ai dit pourquoi. Parce qu'il y a des raisons, certainement. Mais en même temps, voilà, non, je ne suis pas un fan de Asselineau. Il y a quelqu'un que j'écoute différemment, c'est Philippe de Villiers, qui s'est construit depuis. Mais pareil, il en reste... Il apporte une critique. En tous les cas, il sent l'enjeu. Je ne sais pas s'il le sent
sur le plan métaphysique, sur le plan spirituel, mais il sent l'enjeu du pays, l'enjeu profond en tous les cas. Pays, la France qui signifie autre chose que simplement le pays, c'est autre chose que ça. Et ça, il le sent. La dimension de la vocation spirituelle de la France, il la sent. C'est déjà énorme. C'est énorme déjà. Là, on a franchi déjà un palier. Mais il n'agit pas. Il commente, mais il n'agit pas. Il n'agit pas politiquement. Il n'exerce aucune influence politiquement. Mais il a une connaissance de la situation. C'est évident. C'est évident. Il ne peut pas tout dire. Lui aussi. Il a une casserole. Sa casserole, d'ailleurs, on le sait bien, c'est son fils, c'est ses enfants qui ont eu des rapports soi-disant incestueux. Et il y en a un, l'affaire a été plus ou moins étouffée. Il y en a un qui est parti au Canada. Et évidemment, ça a été c'est ça qui a fait que il a été plus ou moins. Vous voyez, je vous dis toujours, il trouve dans vos vies des trucs. Et là, De Villiers comprenait, il incarnait la famille traditionnelle catholique, structurée d'une manière traditionnelle, puis paf, il tombe sur ça. Le gamin qui porte plainte contre son frère pour avoir été violé. Donc c'est énorme le truc. Alors ça a été plus ou moins étouffé. En tous les cas, ça a été... Il a enlevé sa plainte et il est parti au Canada, le frère. Mais il y a des journalistes, tu sais, des fouilles merde, qui ont été revoir le gars au Canada. Et puis, dire que il explique qu'il y a eu un souci. Et le fils en question, c'est peut-être celui qui a violé, c'est peut-être celui qui s'occupe du Puy du Fou, justement. Si je ne me trompe pas, hein, parce que là je pourrais faire des erreurs, je n'ai pas à vérifier. Mais je sais qu'il y a eu ces histoires, j'en ai entendu parler, et à l'époque, quand j'ai vu ça, je me dis c'est mort. Philippe de Villiers, il est mort, ils le tiennent comme on dit par les couilles. Et cette histoire-là, il est là comme une épée Damoclès. On peut la ressortir du jour au lendemain et peut-être même faire un truc, détruire peut-être le frangin qui actuellement a des responsabilités. Je ne sais pas si c'est lui ou pas qui dirige le Puy du Fou, mais c'est pas clair. Et je me dis, Philippe de Villiers a cette histoire familiale qui doit le brimer. Il ne peut pas tout dire, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Il est coincé. C'est mon interprétation, hein, je me trompe peut-être, mais voyez, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, voilà, c'est ça le sujet. C'est que, qu'on le veuille ou pas, les stratégies de pouvoir, les véritables stratégies, on les décode un peu comme ça de loin, mais la manière dont ils opèrent, tout ce qu'ils ont à leur portée, on est malheureusement incapable de savoir exactement ce qu'il en est. Alors qui arrive? Non, c'est rien. Bonjour. 02. Alors donc, le dessous des cartes, voilà, ce sera le titre de cette capsule, de cette vidéo, et je vais vous laisser là. Alors je vous laisse, je vais prendre quelques images de l'ambiance d'aujourd'hui. La musique, les musiques que j'utilise, c'est les musiques d'un jeune homme. Il a 28 ans, c'est un jeune homme. Un jeune homme qui est musicien, qui est compositeur, interprète et professeur également de guitare classique. Et il doit
me donner d'autres musiques pour agrémenter un peu ma vidéo. Il doit faire il doit créer une musique pour moi, mais en l'occurrence, il l'a pas encore fait. Donc en attendant, j'ai été repiquer ce qu'il avait déjà fait, et il m'a dit que c'était pas la peine que je signale son nom. Donc je ne le fais pas. Et je l'ai fait une fois, mais je le fais plus parce que effectivement, là aussi c'est toujours pareil, quoi. Comme j'ai une vidéo, comme j'ai évidemment la position que j'ai est compromettante pour les gens qui sont dans un milieu professionnel, etc. Et devoir associer leur nom à ma vidéo peut être compromettant pour justement leur tranquillité, je dirais, au niveau professionnel. Donc il ne s'agirait pas de le nuire sans le vouloir. Donc moi, ça partait d'un bon sentiment, bien entendu, mais je peux pas parce que je peux pas faire la promotion d'un artiste parce que ça peut justement être contre-productif pour lui. Comme quoi une bonne intention peut se révéler contre-productive. Donc ça, c'est pour ça que je ne vous dirai pas son nom ni son profil, puisque je ne veux pas le nuire en associant son nom à ma chaîne qui est très marqué idéologiquement, même si j'aime pas ce côté-là, qu'on me mette dans une case, mais malgré tout, c'est comme ça qu'on interprétera mes vidéos. On dira, ah bah, le mec il est comme ceci, il est comme cela, donc il pense pareil. Mais sachez que il s'agit d'un jeune artiste, interprète, et qui crée aussi des musiques, un compositeur comme on dit. Et donc il est en train de travailler sur une composition musicale, et s'il peut en faire une ou deux, ben c'est très bien. Comme ça, je lui ai dit, j'illustre mes promenades avec tes musiques qui sont censées transporter les gens dans un bon état d'esprit, et surtout les conduire à une forme de les transporter dans une forme de méditation contemplative. Et je trouve ça, je sais qu'il a senti que c'était possible de faire ça dans ce sens-là, qu'il a compris le sens de ce que je désirais pour ce type de vidéo, qui n'a rien à voir avec les autres vidéos justement où je m'exprime sur les faits divers, parce que là je redescends sur un autre niveau. Mais ce chemin, il est là pour établir une relation à un autre niveau. J'espère que vous l'avez compris. J'espère que les nouveaux abonnés le comprennent aussi. Il y a des vidéos, à des niveaux d'essence, je dirais, différents. Et on est des fois la tête dans le guidon, on a les pieds dans la mouise, on est dans la mine, puis des fois on sort de la mine, on regarde le jour et on s'élève dans nos réflexions et on essaye de prendre de la hauteur, comme on dit. C'est le sens de ces vidéos que je fais justement sur ce chemin que je laboure depuis 2 ans avec ma petite caméra, mon petit téléphone, et qui se passe très très bien. Et après, je fais un petit montage où je mets un peu de musique, je vous fais voir le paysage, et puis tout se passe bien. Alors ce ne sont pas des vidéos de forte audience parce que elles sont longues. Il faut les appréhender avec un état d'esprit particulier. C'est plutôt, on met ça comme ça le soir quand on dort pas, on peut l'écouter, on peut m'entendre palabrer. Il y a des gens qui aiment bien, ça m'a été dit. Ceux qui n'aiment pas, on ne les oblige pas, bien entendu. Il n'y a rien qui les oblige à m'écouter, donc ils coupent directement et puis ils vont voir autre chose. Et c'est très bien comme ça. Mais ceux qui m'accompagnent, ils sont assez nombreux aujourd'hui. Et ils m'accompagnent depuis 2 ans. Donc les nouveaux venus sont les bienvenus pour cette balade quotidienne, ou pas toujours quotidien, parce que je ne sors pas tous les jours, mais ils sont bienvenus dans cette, dans cette ronde, dans cette compagnie, dans cette balade. Et ils sont les bienvenus pour m'accompagner et m'écouter, bien entendu partager. Et sachez que ça a été fructueux puisque ça m'a conduit à faire quelques rencontres, quelques contacts.
et pas du tout des... Et ça débouche sur des contacts de bonne qualité et pas du tout de la médiocrité. Voilà. Donc ça a son utilité parfois de faire cet exercice justement de s'élever un peu, d'avoir des propos autres pour justement attirer un public avec plus d'exigence, avec une exigence plus profonde je dirais au niveau de la conscience. Voilà. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc je vous dis à bientôt. Merci pour tous ceux qui viennent parce que beaucoup de nouveaux abonnés viennent sans que je le demande. Hein, je réclame pas du tout qu'on s'abonne, je réclame rien. Mais ceux qui s'abonnent, ils le font volontairement et ensuite ils vont me découvrir sous un autre angle à travers ces promenades quotidiennes. Voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt. From broken fall to broken fall, the engine noise like an alarm. The breath is thunder in my soul. Start this race through this ball. So I get on the road and ride to you. I get on the road and ride to you. This is the measure of the man. I point the jar under the tube. My worth is scared.